Bonjour tout le monde, alors regardez comment ça se passe ici. Notre premier invité qui est en train d'être équipé par Rodolphe, notre réalisateur. Il sera ensuite en plateau. Aujourd'hui, deux thématiques. Tout d'abord, François Croul. On revient notamment sur Prangin qui ne participe pas au financement du futur centre sportif de Collovray. Monsieur le conseiller communal nous expliquera notamment pourquoi. Ensuite, on ouvre une page consacrée au cancer du sein. Vous le savez, le 4 février, c'est la lutte mondiale contre le cancer avec un témoignage en plateau avec Marie qui va arriver d'ici quelques instants. Et puis, on ira également voir du côté de la clinique de Genolier comment est-ce qu'on soigne les patients. Voilà, on vous installe ici, c'est parti. Bienvenue dans Fais voir ta région. Et on commence avec l'actualité. Prangin ne souhaite pas participer au financement du futur centre sportif de Collovray. Le conseil communal a refusé un postulat qui proposait de participer au financement de sa voisine. On va en parler avec François Croul, le conseiller communal sur le plateau. Bonjour monsieur Croul, bienvenue. Bonjour madame. On est ravis de vous recevoir. Installez-vous seulement. Prenez place. Merci. Alors, pour rappel, Prangin aurait versé ainsi 22 francs 50 par habitant, soit une enveloppe de 100 000 francs à la commune pour un projet sportif estimé à 40 millions de francs. J'aimerais savoir, monsieur Croul, pourquoi est-ce que c'était finalement important de participer à ce centre sportif de Collovray ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement que les Pranginois vont en profiter massivement. On est tout près de Nyon. Il y a beaucoup de Pranginois actifs dans des sociétés locales, sociétés sportives à Nyon, dans la région de Nyon. Donc, c'est une des premières bonnes raisons de participer. La deuxième, c'est que la commune fait partie de la région, géographiquement, du district. Alors, on ne fait plus partie de région de Nyon, mais avait dit à l'époque, au moment où la commune envisageait de se retirer de région de Nyon, que la commune serait, en tout cas ses conseillers communaux, seraient prêts à considérer les financements dans la région au cas par cas et de participer quand ça faisait sens, ce qui est le cas maintenant. Ça veut dire quoi? Que finalement c'était un moyen, un signal qu'on pouvait donner politiquement, qu'on était rattaché à nouveau à cette commune? Alors, en tout cas, on n'a jamais été détaché de la région géographiquement. Mais oui, c'était de dire, on est là, il y a du monde à Prangin, parmi les conseillers communaux, autant parmi ceux qui étaient pour quitter région de Nyon que pour ceux qui voulaient y rester, pour dire qu'on est prêt à assumer notre rôle, ouais. Alors si on reprend justement le résultat du vote, 26 non, 9 abstentions et 10 oui, donc c'est largement insuffisant pour renvoyer ce postulat aujourd'hui à la municipalité. Pourquoi selon vous est-ce que ça a été refusé ? Je pense qu'il y a beaucoup un effet de mauvaise humeur de la part des membres du Conseil. Aussi peut-être le sentiment de ne pas avoir été consulté à l'avance. C'est vrai qu'on a déposé le postulat sans en parler avec les autres groupes. Donc peut-être que ça a aussi joué un rôle. J'ai remarqué que l'alternative, donc le groupe de gauche, s'est abstenu en bloc. Ce qui m'a étonné d'ailleurs, parce qu'ils étaient plutôt en bloc pour une participation dans la région. L'un dans l'autre, je pense que c'était plus des comportements un peu épidermiques plutôt qu'un raisonnement sur le fond, même s'il a été avancé que la commune de Prangin n'aurait pas les moyens de verser cette somme en faveur du centre sportif. Oui, des comportements épidermiques, mais qu'est-ce que ça dit peut-être aussi aujourd'hui de la relation interne des groupes politiques au sein de Prangin ? Alors, je pense que l'entente est bonne d'une manière générale, mais c'est vrai que l'Alliance libérale de Prangin, il suffit de regarder, d'observer un peu ce qui se passe au Conseil, l'Alliance libérale de Prangin est plus systématiquement active à faire des propositions, à essayer d'activer le débat sur des sujets variés, en fait. La dernière fois, c'était au mois de décembre sur le budget, pour lequel on a proposé une non-entrée en matière, vu les chiffres extrêmement rouges qui étaient proposés par la municipalité. Oui, pardonnez-moi, parce que l'ALP, justement, a appelé à une certaine rigueur financière. C'est peut-être ce qui n'a pas été compris, parce que vous avez appelé à une certaine rigueur financière et qu'aujourd'hui, vous demandiez finalement une participation à un centre sportif qui est voisin
à la commune? Alors la rigueur financière, on a toujours dit d'une part qu'elle s'applique déjà au niveau des charges, donc tout ce qui est récurrent. Le budget 2024 était plutôt catastrophique de ce point de vue-là. Ensuite, au niveau des investissements, c'est une question de priorité. Nous, les postulants, mettons en priorité devant d'autres investissements la participation à Colivray. Je pense, en parlant d'autres investissements, les quelques 80 000 francs gaspillés pour un défi climat, par exemple, ou un certain nombre d'autres investissements qui sont passés tous, évidemment, par des préavis et qui étaient probablement, enfin, de notre point de vue, en tout cas, pas prioritaires. Justement, si on reprend le crédit d'études de 94 000 francs pour l'aménagement d'un terrain de foot synthétique aux Abériaux, qui avait vivement été critiqué par l'ALP, là, c'est peut-être aussi, encore une fois, ce qui a été mal compris du côté et au sein du Conseil, que finalement, on refuse un projet qui soit chez vous, quelque chose de très local, et qu'on aide finalement à un projet qui soit aujourd'hui plus communal. Alors, le crédit d'études pour le terrain synthétique n'a pas été combattu par l'ensemble de l'Alliance libérale de Prangin. Il a été combattu de gauche comme de droite par certains, enfin de gauche, je ne me souviens pas, mais de droite en tout cas, et dans le groupe de l'entente par un certain nombre de conseillers. D'autres, comme moi, ont soutenu l'idée d'un crédit d'études pour précisément fixer le périmètre autant financier que technique de ce terrain synthétique, dont je pense, comme d'ailleurs le centre sportif de Colivray, les sociétés ont besoin. On ne peut pas continuer sérieusement à faire du foot à Prangin avec de plus en plus notamment de femmes qui jouent sur un terrain qui, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février ou mars, est boueux et pratiquement injouable. Est-ce que vous savez justement combien de sportives et de sportifs vont pouvoir bénéficier aujourd'hui de ce futur centre sportif à Colivray? J'en ai aucune idée, mais je suis convaincu que chaque jour, il y aura au moins une dizaine de Pranginois qui, d'une manière ou d'une autre, seront actifs dans ces salles de Nyon, comme d'ailleurs de nombreux Nyonnais sont actifs à travers des sociétés de Prangin. Je pense au judo, je pense au volleyball, par exemple, pour s'entraîner dans nos salles. L'exécutif pranginois a été totalement absent de ce débat. Comment vous analysez cette absence? Pourquoi, selon vous? Je me gratte la tête, en fait. Je ne comprends pas très bien. J'aurais pu imaginer que la municipalité soutienne cette proposition. Elle n'en a rien fait. Probablement qu'elle savait que, d'une manière ou d'une autre, la demande reviendrait par l'intermédiaire de la municipalité de Nyon, et puis qu'elle a préféré attendre et observer ce qui se passait au Conseil. Oui, le syndic d'ailleurs, Daniel Rossella, a annoncé qu'il enverrait un courrier prochainement justement aux différentes communes voisines. Un préavis pourrait être présenté justement par l'exécutif pranginois. On comprend donc que vous soutiendrez ce préavis? À titre personnel, certainement, assurément. Les postulants, je crois pouvoir dire en leur nom que ça va être le cas aussi. Le reste du Conseil, le reste de l'Alliance libérale de Prangin, on verra au cas par cas, enfin au moment où la question se pose. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être stratégies que vous allez aujourd'hui mettre en place avec les différents groupes, ou en tout cas ces personnes qui avaient voté en faveur de ce postulat? Si vous faites allusion à la possibilité pour Prangin de revenir dans la région Nyon, je pense que d'une manière ou d'une autre, la discussion continue un peu en coulisses avec notamment les personnes qui, à l'époque, s'étaient opposées à la sortie de région Nyon. Je pense que les majorités ou une majorité la situation politique dans le Conseil a évolué. Je pense que la gouvernance de Nyon est bien améliorée. Je pense un reproche qui était fait souvent à Région de Nyon, à l'époque on collecte les signatures, qui était de dire que les syndics de Gland et de Nyon étaient depuis trop longtemps là. J'avais entendu le terme qu'il fallait qu'ils dégagent. Ils sont plus là, donc je pense qu'il y a tout un nouveau contexte qui serait favorable à un retour de Prangin dans l'association régionale. Alors c'est intéressant parce que je ne pensais pas du tout à Région de Nyon, mais vu qu'on y est, allons-y justement. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, ce postulat qui prétendait justement à financer, à rejoindre ce centre sportif de Colivray, c'était finalement un prétexte pour revenir et rediscuter la participation de Prangin au sein de Région de Nyon? Ce n'est pas un prétexte parce qu'au moment où on a fait le postulat, on a préparé le postulat, on n'y a pas pensé du tout. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'y ai pas pensé du tout. C'est vraiment le débat de mercredi passé qui me fait prendre conscience qu'il y avait une situation
politique qui a fait que le Conseil ne voulait pas de ce postulat tel qu'il était présenté à ce moment-là, mais qu'il y avait probablement une opportunité à moyen terme de revenir à la charge, en tout cas de consulter cette fois-ci largement au sein des différents groupes pour voir si effectivement une majorité est en place. Il faut quand même se rappeler que la commune, les électeurs avaient voté pratiquement 50-50. Il y avait 20 voix d'écart entre les partisans de quitter Région-Nord et ceux d'y rester. Les choses pourraient donc changer. On suivra ça évidemment du côté de Prangin. François Croul, conseiller communal, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très bonne journée à vous. On vous raccompagne. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. On ouvre à présent notre thématique suivante. Vous le savez, le 4 février, c'est la journée consacrée à la lutte mondiale contre le cancer. On a donc décidé aujourd'hui de traiter de cette thématique avec un témoignage en plateau. Marie-Ray nous rejoindra tout à l'heure, mais en donnant également la parole à la clinique de Genelier, considérée comme l'une des cliniques pionnières en Suisse, puisqu'elle s'est intéressée justement à soigner cette maladie à partir de 1995. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on traite les patients sur place et surtout comment ce futur pôle va traiter ces patients? Et bien justement, on va aller le voir du côté de la clinique en compagnie de Florian. Bonjour Florian. Bonjour Andrea, effectivement, je suis ici à la clinique de Genelier en compagnie du docteur Michael Montemuro, responsable de l'oncologie médicale ici à Genelier. Et aussi, je suis en compagnie de Frédéric Van der Broek, qui est infirmière en oncologie ambulatoire. Alors, c'est vrai qu'on parle de cancer, mais qu'est-ce que c'est le cancer? Ça, c'est quand même la première question qu'il faut se poser. Sous ce mot parapluie, il y a une multitude de cancers et parmi ces cancers, il y a aussi une multitude de sous-catégories. Expliquez-nous, pour vous, comment vous expliquez simplement ce qu'est un cancer? Bienvenue à la clinique des Geneliers. Qu'est-ce que c'est le cancer? C'est presque une question philosophique qui vous posez, mais c'est un surnom pour plusieurs maladies qui menacent souvent la vie. Par exemple, je vous donne l'exemple, vous connaissez les cancers du sein qui touchent 10% des femmes, les cancers du poumon qui touchent et femmes et hommes, les cancers du côlon qui touchent aussi hommes comme femmes, les cancers de la prostate qui sont les cancers les plus fréquents. Et après, il y a plein d'autres cancers du pancréas, œsophage, rein, et on traite tous ces cancers ici à la clinique, dans des centres, avec des équipes qui sont composées de plusieurs spécialistes de leur domaine. On appelle ça une prise en charge multidisciplinaire, vous avez entendu parler, ou la prise en charge interdisciplinaire. Ce sont différents mots pour la même chose, qu'on essaye de rassembler les spécialistes de la domaine, admettons pour le cancer digestif. Donc, on a souvent un chirurgien, un radio-oncologue, on a besoin d'un radiologue, un radiologue interventionnel. Ce sont des équipes qui sont rapidement très larges, mais on les met ensemble pour obtenir le meilleur résultat. Donc, juste pour vous donner une idée, on dit comme ça, on guérit la moitié des patients minimum. Et les derniers chiffres, c'est qu'il y a 5 ans, à peu près 2 tiers des patients atteints par la maladie cancéreuse sont toujours en vie. Donc, c'est un grand succès. On a fait plein de progrès. Et dans les traitements, et comme dans la prévention. Et dans l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, ouais. Et c'est un peu ça qu'on fait ici à la clinique. On essaie de vraiment prendre en charge une approche holistique. Holistique, exactement, c'est ça le mot. J'ai une petite question, parce que c'est vrai que par l'exemple, on parle beaucoup des gens qui arrêtent de fumer au fur et à mesure. Est-ce que vous constatez, par exemple, une baisse du cancer du poumon suite au fait que la population fume de moins en moins? Disons, c'est une des mesures la plus importante d'arrêter de fumer pour plein de cancers. Donc, on encourage les gens, ça fait partie de la consultation. Mais il y a une répercussion? Il n'y a pas encore, je dirais comme ça. En ce moment-là, on ne le voit pas encore. Et au niveau mondial, le nombre augmente encore. Donc, mais oui, vous pouvez, disons, je peux juste encourager les spectateurs d'arrêter de fumer. Ça vaut, et ça vaut pas non seulement sur le cancer, ça vaut sur plein des aspects de santé. Donc, la circulation, le cerveau, les douleurs du dos,
c'est vraiment très important que vous arrêtez. Voilà, puis le docteur m'a donné un bon conseil, hein. Il faut y aller d'un coup, on sort, on écrase son paquet de cigarettes et on commence à arrêter de fumer. Il y a aussi alors des énormes avancées au niveau du traitement des cancers, mais ce qui est aussi très important, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Oui, c'est certainement, tout le monde s'attend beaucoup de l'intelligence artificielle, mais c'est dans le starting block. On s'attend que ça nous aide au diagnostic. Disons, en termes de radiologie, que l'intelligence artificielle nous aide à interpréter les images. Ensuite, dans le diagnostic, quand on prélève le tissu, on fait des analyses très poussées. On crée beaucoup de données, mais l'être humain a du mal à analyser tout ça. L'intelligence artificielle nous permettra à creuser ces données et enfin de venir vers le patient avec la meilleure proposition thérapeutique qui sera une proposition de traitement individualisé, ciblé au cancer précis que le patient a. Voilà, vous le voyez, André, hein, en plateau, vraiment, c'est un travail d'équipe, c'est le premier enseignement. Et justement, eh bien, Frédéric Van der Broek, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous, ici, on est dans une pièce spéciale puisque c'est ici que finalement, le premier contact est fait avec le patient. C'est exact. En fait, dans cette chambre, les patients, ils arrivent, on les installe dans un fauteuil confortable, on essaye aussi de parler avec eux pour qu'ils se sentent à l'aise. On prend les tensions, on prend une prise de sang, on demande comment ça se passe à la maison, envers tout, comment ça se passe avec le traitement, comment ils se sentent. Après, le cancer, finalement, c'est pas que la maladie, c'est aussi tout un environnement. J'ai une petite question. C'est quoi la première question que vous pose un patient qui arrive ici atteint d'un cancer? Alors, souvent, c'est est-ce qu'il y en a certains qui sont guéris? C'est la première question. Ben voilà. Comme ça. Ben voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première partie d'émission, Andrea. Je vous laisse revenir en plateau, puis je vous retrouve après avec d'autres spécialistes dans une autre unité. À tout à l'heure, Florian. Merci beaucoup. Je vous propose à présent de rencontrer Marie-Ray, atteinte d'un cancer en 2021. Elle est nyonnaise. Elle a décidé aujourd'hui d'en parler publiquement. J'ai le plaisir de la recevoir sur le plateau. Bonjour Marie, bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Prenez place. Merci. Alors Marie, on va revenir sur votre parcours. Déjà, vous êtes maman de 3 enfants. Vous êtes une youtubeuse, podcasteuse. Vous racontez également des contes sur Internet, mais aussi un peu partout chez nous. Vous avez accepté de nous parler de votre maladie, de revenir sur votre parcours. Pourquoi parler publiquement aujourd'hui de ce cancer du sein qui vous a frappé en 2021 ? Alors, quand on parle de cancer, ça fait toujours peur. J'ai eu peur aussi quand on m'a diagnostiqué ce cancer, mais de témoigner aussi et de dire qu'on peut très bien s'en sortir, que c'est faisable, que les traitements, bien sûr que c'est difficile, mais on peut le faire, et de donner un aspect aussi que c'est pas la fin du monde. Peut-être que oui, hein, ça y en a pour qui ça l'est, mais que voilà, de donner un encouragement. Que je puisse encourager d'autres femmes qui passent peut-être par là, qui ont peut-être un début de parcours dans ce diagnostic-là. Vraiment les encourager. Alors c'est vrai, vous dites qu'il y a peut-être un certain malaise aujourd'hui, ou en tout cas un tabou, chose qui ne s'est pas du tout passée chez vous. Vous en avez parlé très ouvertement, même à vos enfants. Pourquoi ? Parce que la parole, c'est mon métier, hein, le fait de dire. Et souvent, j'ai souvent entendu, mais je ne veux pas dire parce que je ne veux pas inquiéter. Mais il faut savoir que si on ne parle pas, et vous le savez très bien, nos pensées partent très vite et on imagine toujours 100 fois pire de ce qui arrive en fait. Donc en fait, de parler, de dire les choses, de poser les choses, de dire la vérité aussi, ça permet de calmer et ça permet, ça permet d'affronter. Et la parole est tellement importante et c'est quelque chose qui est encouragé quand on est dans ce genre de traitement-là. Il y en a, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont peur de traumatiser, mais je crois que mentir et cacher est encore plus traumatisant. Vous avez fait tout l'effet inverse de par votre métier, justement, puisque finalement vous vous mettez en scène dans des vidéos. Ce processus, le traitement en tout cas aussi, vous l'avez mis en scène, vous l'avez raconté. Est-ce que c'était difficile justement de montrer aussi peut-être l'évolution, les stades par lesquels vous êtes passé ?
C'est jamais facile parce qu'on aimerait qu'on nous voit forts, victorieux et tout ça. Et en fait, montrer sa vulnérabilité, c'est pas facile. Mais c'est un processus important pour bien vivre ce qui nous arrive. Parce que quand on se verrouille à la vulnérabilité, on se verrouille aux bonnes choses, à la joie, à la compassion, à la reconnaissance. Et quand on dit non, je veux surtout pas vivre ça et tout ça, on se verrouille à tout. Et donc, la vulnérabilité et accepter de l'être vulnérable, c'est montrer un peu tout. C'est pas forcément s'étaler et puis faire comme aujourd'hui certains influenceurs étalent et c'est presque malaisant. C'est juste dire, là j'ai peur, je suis découragée, j'ai besoin d'aide. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant cette thématique. On l'a abordée notamment en rédaction lorsqu'on en parlait. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs, de personnes montrent publiquement aujourd'hui leur maladie, le fait de perdre leurs cheveux, d'enlever aussi peut-être certaines parties de leur corps. Il y a une limite à ça ? Je pense je crois que c'est à qui on le montre. Moi, j'ai parlé autour de moi à ma famille, à mes amis. Je fais partie d'une église. J'ai eu beaucoup de soutien. Mais pendant toute cette période de maladie, je ne l'ai pas montré, en fait, publiquement. C'est que 2 ans après, où j'ai fait une interview pour la clinique de Genolier, où j'ai montré cette vidéo quand mes enfants et mon mari se sont occupés de mes cheveux et je suis devenue chauve, mais pas sur le moment. Ouais, vous dites d'ailleurs que c'était l'étape la plus difficile. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle symbolisait, cette étape justement où vous vous êtes tondu les cheveux ? Quand on a cette maladie qui arrive, et notamment les traitements de chimiothérapie, on est plus ou moins d'accord des effets secondaires. Il y a la fatigue, et c'est vrai qu'il peut y avoir les nausées, il y a d'autres choses, je ne vais pas non plus étaler tous les effets secondaires. Mais cette histoire de cheveux, c'est la chose la plus injuste en fait. Ouais, c'est injuste, on va voir qu'on est malade. Et puis, c'est ce qui nous habille le visage. Moi, j'avais les cheveux très, très longs. Et j'avais mis des années à faire pousser mes cheveux. J'en étais fière. Et là, j'allais, contre mon gré, devoir m'en séparer et devoir les perdre. Et ça, c'est tellement difficile. Ça atteint notre intégrité physique et les gens peuvent le voir. Ce qui m'a beaucoup surpris dans votre témoignage, c'est que vous dites finalement, il y avait cette idée que le cancer pouvait vous arrivez. Alors c'est vrai que si on reprend par exemple les chiffres de l'OMS, on dit qu'aujourd'hui le cancer c'est l'une des maladies qui frappe le plus, qu'elle pourrait augmenter de plus de 20% en Europe d'ici à 2045. Mais c'est quand même surprenant que vous viviez avec cette idée-là, que le cancer, tiens, ça pourrait m'arriver. Donc il est vrai que vous avez donné des chiffres, il y a 1 femme sur 8 qui sera dans sa vie atteinte d'un cancer du sein, ce qui est énorme. J'ai une grande tante qui ont eu un cancer du sein. J'ai une cousine également. Et moi, je m'étais toujours dit, pourquoi est-ce que je passerais entre les gouttes ? Enfin, bien sûr que ça peut arriver, mais je m'étais préparée que peut-être un jour, j'aurais ça. Et j'aime à dire que ça, c'était suite au témoignage d'une autre amie qui avait eu aussi un diagnostic complètement différent, mais qui avait dit, au lieu de dire « pourquoi moi ?», de dire « pourquoi pas ?» Une très jolie philosophie de vie. Marie, vous allez rester avec nous, vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on vit avec un cancer, l'après-traitement aussi, ce qu'il se passe après. On se retrouve tout de suite. J'aimerais revenir à la clinique de Genolier en la compagnie de Florian avec peut-être la suite du parcours de comment un patient est pris en charge justement du côté de cette clinique. Ben voilà, Andrea, maintenant je me trouve avec Marina Camélin, qui est infirmière référente au centre de soins de support ici à la clinique de Genolier. Alors, la première question qu'on a envie de savoir, c'est quel est ce centre et quel est l'objectif d'avoir monté ce centre? Alors, le centre de soins de support, il est là pour vraiment aider tous nos patients. Alors, de l'annonce du diagnostic, parfois on rencontre nos patients post-rendez-vous avec le chirurgien ou le médecin, au travers de tout, avant la chirurgie, avant la chimiothérapie, avant tous les traitements, mais aussi pour faire le point, de par ces consultations, faire le point sur les besoins individualisés de tous les patients. Alors oui, quel est le principal enseignement vous avez après toutes ces années d'expérience dans cette relation avec le patient? Nos témoins en plateau nous disaient la perte de cheveux, c'est un élément extrêmement important. Alors comment vous faites cette approche? Alors on l'accompagne déjà on prépare les patients aussi
On n'arrive jamais à se préparer complètement à la chute de cheveux, hein. Ça, c'est sûr qu'il y a des effets secondaires où on fait notre possible, mais voilà, ça reste toujours difficile. On leur explique, on leur parle, on leur donne des petits conseils aussi. On leur donne des adresses aussi pour la perruque, pour les bonnets, tous des moyens auxiliaires en fait pour que ça se passe mieux pour elles, mais surtout on les écoute et on les accompagne dans tous ces changements. Alors les patients et leurs familles aussi, parce que c'est difficile. La maladie, elle vient vraiment bouleverser le patient, c'est sûr, mais aussi tout l'équilibre familial. Nous, on est là pour tout ça. Voilà, je m'excuse de vous interrompre, mais c'est vrai, on parle du patient, mais il y a la famille autour. Il y a la famille autour, oui, oui, effectivement, et c'est très important parce que bon, ils voient leurs proches malades et parfois c'est difficile de communiquer, mais encore plus quand il y a la maladie. On est un peu maladroit, on n'ose pas et voilà, nous on accueille donc au centre de soins de support tous les patients, mais aussi les familles quand il y a besoin, quand on sent qu'ils ont besoin d'être un petit peu accompagnés et voilà, on est à leur disposition, on leur propose. Le cancer, il faut en parler d'une façon décomplexée ou on a toujours tendance à vouloir prendre des pincettes, à pas vouloir aborder franchement les choses? Alors, décomplexé, ce serait bien, mais le problème, c'est qu'on est tous pareils. C'est vraiment un mot qui fait peur. Les traitements font peur, les effets secondaires et puis la finalité aussi, ça fait toujours peur. Donc, le mieux, c'est vraiment de réussir à en parler avec la famille, avec son entourage, pour s'expliquer et puis surtout pour avoir du soutien, parce que le patient a réellement besoin de soutien, alors de la part des soignants, ça c'est sûr, mais de la part de toutes les personnes autour. Les ressources les plus importantes, nous, on peut leur donner au travers de notre réseau, hein, psychologue, assistante sociale de la Ligue, nutritionniste, mais on a beaucoup de ressources, les patients ont beaucoup de ressources au sein même de leur famille qu'ils ne connaissent pas malheureusement avant la maladie, mais qu'ils découvrent et grâce à ça peuvent se battre pour avancer. Et puis, le cancer, il faut en parler, il faut continuer d'en parler, d'agir sur la prévention, hein, notamment, on parlait de fumée tout à l'heure, mais il y a aussi des actions ici à Genolier, par exemple le mois du cancer du sein, qui est extrêmement important. Tout à fait. Tous les ans, comme un petit peu partout en Suisse, en France, enfin en Europe, hein, il y a des actions qui sont menées, des conférences, voilà, pour faire parler du cancer du sein et puis surtout pour vraiment sensibiliser à la recherche et puis surtout au dépistage. Voilà, et puis, vous voyez, Andrea, ici, il y a toutes les brochures d'information, mais il y a aussi des choses toutes simples pour être en soutien, justement, peut-être des personnes qui n'ont pas forcément les bonnes assurances, puis montrer son soutien aussi aux personnes qui sont touchées par la maladie. Marina, est-ce que vous pourriez montrer, par exemple, les chaussettes que vous vendez justement au profit, juste parce que c'est un petit objet tout simple du quotidien, et puis finalement, ça illustre bien ce quotidien des personnes qui sont touchées ou des familles. Voyez, des chaussettes avec les petits rubans connus, ou bien des chaussettes qui rappellent Movember et puis la lutte contre le cancer de la prostate. Marina Camelin, merci beaucoup de nous avoir présenté ce centre. Mais je vous en prie, merci à vous. Marie, j'aimerais revenir à ce centre parce que vous y avez été soignée. Vous dites, pour moi, c'était une réelle bénédiction. Pourquoi? Vous êtes vous-même une ancienne infirmière du GOL, mais pourquoi finalement être soignée à la clinique de Genolier, pour vous, ça vous rassurait? Je ne sais pas si ça me rassurait ou pas, mais c'est qu'il y a le centre du sein et tous ceux qui comptent dans le traitement du cancer du sein sont présents. Et la docteure Escolic, qui est directrice du centre du sein, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises si ce n'est pas le cas, mais la docteure Escolic avait dit lors d'une conférence que si on est pris en charge dans un centre du sein, on augmente de 9% à peu près, je crois, notre survie après. C'est-à-dire que tout le monde peut se parler, c'est très réactif et tout est sur place et tout est mis en place pour avoir une prise en charge extraordinaire. Donc le fait que tout soit centralisé finalement facilite aussi les choses et permettre que les choses aillent beaucoup plus vite. J'aimerais revenir aussi finalement sur votre vécu. Comment ce cancer a finalement changé votre vie? Parce qu'aujourd'hui vous vivez d'une manière totalement différente. Qu'est-ce qui a changé par exemple?
Alors, totalement différente, je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que je suis devenue très sportive, c'est-à-dire que je fais du sport 5 fois par semaine. Ça fait partie de mon traitement, je ne déroge pas. Et ça, c'est une vraie clé, en fait, pour la prise en charge dans ce genre de maladie. Souvent, on est terrassé, on se dit, mais j'arrive même pas à lever le petit doigt. Il faut s'entraîner mentalement à bouger. Enfin, pas que mentalement, il faut après le faire, n'est-ce pas? Mais il faut vraiment se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, et ça fait toute la différence. Et effectivement, après toute la fin des traitements, j'ai encore des traitements pour 5 ans, mais par la bouche et tout ça. Il y a des effets secondaires, et le sport permet en fait de diminuer les effets assez considérable. Enfin, c'est assez considérable. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, ça fait partie de votre vie, hein, dans le sens, d'accord, beaucoup plus de sport aussi, des consultations qui sont toujours là. Oui. Qu'est-ce que ça change finalement? Vous voulez dire par Parce rapport qu'on a à l'impression, c'est une question qui peut être très crue, mais d'avoir peut-être une épée de Damoclès qui est toujours là, parce que voilà, on vit autrement, parce que finalement, il y a des consultations qui peuvent aussi nous peser, nous dire, tiens, la récidive qui est là. Et il y a des cicatrices qui nous rappellent ce par quoi on est passé, c'est sûr. Moi, j'en ai 2. Et oui, l'épée de Damoclès, ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, cette histoire de la récidive. Parce que souvent, je me suis dit, voilà, j'ai eu un cancer, pourquoi pas 2? Enfin, qu'est-ce qui me dit que je ne peux pas en avoir un deuxième? Alors ça, j'en sais rien. Et j'avais discuté avec ma gynécologue qui me disait, mais Marie, ne te stresse pas. Nous, les médecins, on est là pour toi. On s'occupe de ton aspect de la santé. On s'occupe, s'il y a quelque chose à faire, c'est nous qui prendrons la décision avec toi. Mais nous allons prendre ça en charge. Toi, fais ce que tu peux. Et nous, on se charge du reste. Et ça m'a beaucoup libérée. Alors oui, je ne suis pas là en train de dire que j'y pense jamais, c'est pas vrai. J'y pense très, très souvent. Et c'est vrai que cette histoire de lutter dans ses pensées pour cette récidive-là, ça fait partie de la chose, en fait. Avec un changement aussi, un changement du corps. Vous parlez de ces cicatrices. On peut aussi parfois avoir des soucis de mémoire. Ça fait partie aussi de votre métier. Vous travaillez aujourd'hui en racontant ces histoires. Est-ce que ça a changé aussi ce retour au travail? Est-ce qu'il a été difficile? Alors, c'est vrai que pour l'histoire de la mémoire, quand on a des chimiothérapies, on a un demi-cerveau. C'est vraiment très, très ralenti. Donc, c'est illusoire de penser qu'on peut faire comme avant. C'est pas possible. Et puis, ce qui a aussi été... Comme je suis indépendante et je fais un peu comme je veux, j'y suis allée aussi plus tranquillement. Et puis, accepter qu'il y a des jours où ça va pas. Et puis, petit à petit, on commence à récupérer son corps et tout. Mais il est vrai que cette période de convalescence après les traitements, des fois, c'est parfois difficile à accepter parce qu'on se dit, c'est bon, j'ai eu 8 mois de traitement, j'en ai ras-le-bol, je veux passer à autre chose. Et puis non, le corps, il ne suit pas. Il faut attendre, ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait. C'est différent. Oui, ça fait partie. Des traitements où on est accompagné, parfois aussi souvent sollicité par la famille. Le après, justement, une fois que les choses se calment, se tassent peut-être, est-ce que là, on se sent peut-être parfois aussi un peu seul, j'imagine? Alors, dans mon cas, je ne peux pas dire ça parce que je suis très entourée, j'ai été très bien entourée, mais j'ai soigné ça. J'ai soigné ça parce que je savais qu'effectivement, il y avait ce côté, bam, ça se termine et on se retrouve sans rien et tout. Donc, j'ai travaillé. C'est important d'en parler finalement, là aussi. C'est important d'en parler et de dire. Et quand on parle, les gens qu'on a en face, ils savent où on en est. Parce que des fois, on se dit, oh, j'ose pas lui poser cette question, et puis si elle réagit mal et tout. Alors, il y a une différence entre tout dire et tout, je dirais, tout vomir sur la personne, ce qu'on a, et le dire avec des mots simples, dire voilà, aujourd'hui c'est une journée qui n'est pas facile parce que je me sens seule, je me sens abandonnée. Mais c'est important de se poser les questions. Ouais, et vous en avez d'ailleurs fait un spectacle. Est-ce que vous allez probablement remonter sur scène avec cette thématique ou revenir en retémoignant d'une façon différente ici chez nous? Mais pourquoi pas? C'est un spectacle de contes qui s'appelle 3 pelés et une tondue et une histoire de cheveux. Parce que souvent, c'est ce qui est le plus difficile. On n'a des fois pas les mots pour le dire, combien c'est injuste. Mais il y a un côté aussi tellement incroyable. Et quand je me suis découverte chauve, après, je me suis dit, mais en fait, ça va et ça m'a libérée. Mais j'ai beaucoup pleuré avant. Ouais. Et j'ai été beaucoup découragée. Et c'était très difficile. Mais c'est faisable. Et on se redécouvre autrement. Et je crois que j'ai déployé mes ailes encore plus.
Marie-Ray, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Nous en avoir parlé aussi de manière aussi décomplexée et avec le sourire. Merci pour ce moment. Retournons donc à la clinique de Genolier en compagnie de Florian. Avec quelle étape? Peut-être une vision sur le futur? Alors voilà, Andrea, je suis de retour à la clinique. On l'a expliqué, la lutte contre le cancer, c'est avant tout un travail d'équipe. Et là, je suis en compagnie du docteur Oscar Matzinger, qui est le directeur médical de la radiothérapie et aussi président du Genolier Cancer Center. Docteur, la radiothérapie, est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est quand même au centre du traitement contre le cancer? Bonjour. Alors, la radiothérapie est un des éléments fondamentaux du traitement du cancer. Comme vous aviez déjà vu, mon collègue, l'oncologie médicale, la chirurgie, les différents spécialistes par organe et la radiothérapie est un des piliers du traitement du cancer. Alors, mais qu'est-ce que c'est exactement la radiothérapie? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on dit radiothérapie, mais on ne sait pas finalement vraiment bien ce que c'est. Alors, la radiothérapie, c'est l'utilisation de rayons X pour tuer les cellules cancéreuses. Donc, on arrive à cibler les rayons X de manière très précise, inframillimétrique, de plus en plus sur le cancer, sur les cellules malades, pour les tuer, et on arrive à de plus en plus épargner les cellules en bonne santé pour éviter les effets secondaires. Parce que le cancer, finalement, il a besoin notamment d'oxygène pour pouvoir se développer. Et puis maintenant, un des objectifs, c'est de couper cet apport en oxygène et en nutriments. Absolument, mais les rayons X, ils agissent principalement sur les gènes, les chromosomes qu'on a. Ils éclatent physiquement ces chromosomes et on les donne en général plusieurs fois de manière répétitive. Et finalement, les cellules cancéreuses, elles en meurent. Et comme ça, on arrive à tuer les cellules cancéreuses. Docteur, la recherche avance, et particulièrement au cours de ces dernières années. Maintenant, on arrive vraiment à une précision, on arrive à adapter le traitement en fonction du poids de la personne, en fonction de l'évolution de sa maladie. Expliquez-nous un petit peu justement maintenant ce côté de précision, de frappe chirurgicale. Alors, effectivement, en radiothérapie, en 20 ans, un peu plus que 20 ans de métier, j'ai vécu 3 à 4 générations différentes de radiothérapie. Et là où on a vraiment fait des évolutions incroyables, c'est la précision du traitement. Et donc, on arrive vraiment à être, dans certains cas, dans des traitements qu'on appelle des traitements de radiochirurgie, où la précision est inframillimétrique, donc plus petite que le millimètre. Et on arrive du coup à 1, 3, 5 séances ambulatoires avoir un effet chirurgical, c'est-à-dire que l'endroit qu'on traite, on fait une cicatrice et il n'y a aucune cellule qui survit. Et c'est clair que si on arrive à épargner les organes autour, on arrive à éviter les effets secondaires. Et ça, c'est révolutionnaire. Comme je l'ai dit, vous êtes donc le président du Genolier Cancer Center. C'est quoi ce centre? Alors, ce qui est important, comme on a dit tout à l'heure, c'est que la prise en charge du cancer, c'est pas seulement l'oncologue, le radio-oncologue, le chirurgien, mais c'est toute cette équipe ensemble. Et il faut qu'on ait une prise en charge commune. Donc, le patient peut arriver chez nous, il y a une seule porte d'entrée, et on va discuter à chaque étape, tous les collègues, pour trouver le traitement le plus personnalisé, le plus pertinent, et qui correspond au mieux au patient finalement et à sa situation de maladie. Alors là, on est dans votre bureau, depuis ces fenêtres. On voit évidemment cette grande construction qui se fait devant Genolier, le Innovation Hub. Alors, est-ce que vous allez travailler avec? Si oui, de quelle façon? Et puis, qu'est-ce que ça représente, ces passerelles dans le monde des traitements des cancers? Alors, dans ce nouveau bâtiment, l'Innovation Hub, on amène finalement de l'industrie qui fait du développement proche des réseaux cliniques, des médecins et des patients qu'on a pour être sûr d'avoir toujours la dernière innovation qu'on peut proposer aux patients. On a par exemple 2 services, donc le mien, le service de radio-oncologie et le service de médecine nucléaire qui vont également s'établir au niveau clinique. Et on a des partenariats avec, par exemple, les producteurs de machines qui vont mettre également leur centre de formation mondial dans ce Innovation Hub. Donc, tout médecin, physicien, technicien qui va apprendre l'état de l'art de la radiothérapie va venir se former chez nous
une partie dans le centre de formation et bien sûr être supervisé aussi par nos cliniciens qui vont montrer comment on l'applique au quotidien sur les patients. Eh bien, merci docteur. Eh bien, voilà, Andrea, on l'a bien compris, le traitement du cancer, c'est avant tout une affaire d'équipe et c'est de l'humain au centre avec beaucoup de technologies autour. Et puis, le cancer, on espère qu'on arrivera à le vaincre bientôt en tout cas. Florian, merci beaucoup pour cette visite à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Un nouveau numéro de Fais voir ta région reviendra lundi, mais déjà un direct demain soir, en direct du conseil communal de Gland avec Florian qui sera sur place pour vous faire vivre justement l'actualité politique. Très belle soirée à tous. Bon week-end. On se retrouve à partir de lundi. Au revoir, merci beaucoup, à bientôt sur le plateau de Fais voir ta région. Cette semaine sur vos écrans, regardez juste ici, FC Politique. Florian a donné la parole aux candidats qui ont croisé le fer, candidats à cette complémentaire du côté de Gland. Sur le plateau, lundi, c'était Place au sport. On recevait la présidente d'Union Basket Féminin, Karine Mora, après 2 jolies victoires des filles. Tout le monde est confiant et se pourrait bien que cette année, elle nous ramène la coupe et qu'elle détrône leur fameuse rivale Elfic. En tout cas, nous, on y croit, on est derrière le club. Ensuite, on s'est consacré au 4 février à la semaine de lutte contre le cancer avec un témoignage émouvant en plateau. Marie qui nous a parlé de manière décomplexée et avec beaucoup d'humour de cette maladie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rodolphe, je crois qu'on peut clore tout ça.